À la base, moi, j'aimais bien le système. Tout ce qui est Linux, Linux, OpenLDAP, Active Directory. Un exemple simple hein, pour du filtrage, je sais pas, pour du trafic SSH, plutôt que de rester sur des TCP 22, on va vraiment remonter et aller appliquer du filtrage au niveau de l'application SSH. Avec le temps, quand même, je me suis rendu compte que en ayant une base en réseau, c'est plutôt un atout. On a un département, hein, tout un département cybersécurité. Eux, ils remontent tout ce qui est alerte et tout. Donc, oui, effectivement, on a tout un système d'alerting qui est en place pour nous informer. Et voilà, dès qu'il y a une vulnérabilité. Quels sont les conseils que toi tu donneras à quelqu'un qui veut devenir ingénieur sécurité? Avant de commencer ce podcast, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Plus de 80% des gens qui me suivent ne sont pas abonnés. C'est grâce à ton soutien que YouTube va pousser la vidéo à d'autres personnes qui sont intéressées par la cybersécurité et les technologies. Alors bonjour Thucydide, bienvenue sur la chaîne et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Michel, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter aux abonnés? Donc, je m'appelle Thucydide, je suis ingénieur en sécurité réseau et une dizaine d'années déjà. Ouais, le temps passe. Et voilà, donc je travaille sur tout ce qui est sécurisation des infrastructures réseau. Voilà, donc, tout ce qui est firewall, proxy, autant système d'authentification, donc avec des technos d'authentification, IS2, Cisco et autres. Globalement, D'accord. Tu as suivi quelle étude pour travailler dans ce domaine? alors, à la base, j'ai fait un diplôme d'ingénieur informatique. Bon, c'était assez général, hein, voilà. C'était assez général, mais par la suite, je me suis plus orienté vers le réseau, donc au début. Et j'étais intéressé aussi par la sécurité. Donc, avec le temps, j'ai beaucoup travaillé sur des projets réseau, sécurité, et voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un profil purement sécurité réseau. C'est vrai que j'ai également fait un master en sécurité des systèmes d'information il y a quelques années. D'accord. Pour les, pour les personnes qui débutent, parce qu'il y a certaines personnes qui débutent sur la chaîne dans tout ce qui est informatique, sécurité informatique, comment tu définirais un réseau informatique? Un réseau informatique. Bah, simplement une interconnexion hein, entre plusieurs équipements, réseaux, voilà, qui peuvent communiquer, qui vont pouvoir communiquer entre eux. Lorsqu'on parle d'équipement, ça peut être des imprimantes, des PC, donc des ordinateurs, des switches, pour ceux qui savent ce que c'est, des routeurs, des pare-feux, des proxys, voilà. Donc, et même des téléphones, hein. Voilà. Aujourd'hui, on parle de plus en plus voilà, d'environnement connecté. Donc, on a même aujourd'hui des équipements qui sont pas forcément des équipements informatiques, mais voilà, qui sont connectés. Donc, voilà, donc c'est réseau, interconnexion d'équipements qui peuvent échanger entre eux, échanger des données. Ok. Est-ce que tu avais d'autres domaines en tête avant de choisir les réseaux et la sécurité? C'est vrai que à la base, moi, j'aimais bien le système. Donc, tout ce qui est Linux, OpenLDAP, Active Directory. J'ai un peu travaillé dessus, mais c'était surtout dans le cadre du stage. Bon, tout ce qui était Linux, automatisation, Bash et autres. Mais après, j'ai commencé à travailler sur du réseau. J'ai fait de l'administration réseau. Et ça m'intéressait un peu plus. Donc là, je suis allé un peu plus loin. Ah, finalement, j'ai laissé tomber le système. Ça fait un moment que j'ai pas fait de système. Mais c'est vrai que les automatismes restent, hein. Quand je me trouve, Tu en as fait longtemps du système? Tu en as fait pendant longtemps? non, pas pendant longtemps. Juste dans le cadre du stage et aussi à l'école, j'animais pas mal d'activités dans des clubs. Voilà, j'aimais bien ça, hein. Club Linux, des exposés, des présentations, ouais, sur tout ce qui tournait autour du noyau Linux. J'aimais bien. Mais finalement, dans la carrière, finalement, c'est un peu passé au second plan, quoi.
Mais c'est vrai que ça m'aide quand même aujourd'hui, hein. Tu sais, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'automatisation. Donc, tout ce qui est scripting et autres, ça, c'est intéressant. Voilà, finalement, c'est intéressant d'avoir fait un peu de Linux avant. Dans ton travail actuel, est-ce que tu fais encore un peu de... Alors, peut-être des scripts ou un peu de Linux dans ton travail actuel ou vraiment? Un peu, parce que tu sais, aujourd'hui, on fait de plus en plus de déploiements avec, enfin, les déploiements sont de plus en plus automatisés. Et pour tout ce qui est automatisation, on va parler de Ansible et tout. Et puis, la plupart du temps, ça va être des scripts qu'on va exécuter sur des plateformes Linux. Donc, on va avoir pas mal de commandes Linux qu'on va utiliser. Donc, ouais, j'utilise encore un peu, mais voilà, je ne peux pas dire que je l'utilise autant qu'un ingénieur système, quoi, quelqu'un qui fait vraiment du système, non, pas du tout. Mais c'est utile. Ok. Donc, pour bien comprendre l'importance d'une infrastructure réseau, si on prend par exemple un utilisateur qui utilise un PC dans son entreprise pour accéder à Internet, est-ce que tu peux décrire un peu quels sont les différents équipements qu'il va traverser avant d'arriver sur Internet, que les gens comprennent un peu l'importance du réseau? Oui. Alors, pour un utilisateur qui est sur son PC, alors c'est vrai que c'est transparent, hein, en général, lorsqu'on est sur son PC, ouais, on tape, on ouvre Google, on tape Facebook, enfin, alors, en entreprise, on va pas utiliser Facebook, mais ouais, on va taper, je sais pas, un site de recherche, voilà, google.com par exemple, un moteur de recherche. Et voilà, on ne sait pas que, en général, on ne sait pas que derrière, il y a toute une infrastructure, en fait, qui nous permet d'accéder à ces sites-là. Mais effectivement, une fois, si on prend l'exemple du navigateur web, hein, d'un utilisateur qui va utiliser son navigateur pour aller sur un site Internet, une fois qu'il a saisi, comment dire, le nom du site ou alors le nom de domaine auquel il voudrait accéder, derrière, il y a voilà, des données qui vont être envoyées. Ça va être, ça va transiter d'abord. S'il est en Wi-Fi, ça va passer par un point d'accès, ensuite un contrôleur Wi-Fi, si c'est une infrastructure avec contrôleur Wi-Fi. Et s'il est connecté avec un câble, là, on va passer par un switch. Et tout ça, en général, ça va être ensuite, puisque c'est du trafic web, ça va être ensuite redirigé vers un proxy, par exemple, parce qu'en général, on va utiliser un proxy pour sécuriser tout ce qui est navigation sur Internet. Mais avant même le proxy, en général, on va avoir une gateway, donc ce qu'on va appeler une passerelle par défaut. Et la plupart du temps, c'est un routeur. Donc, lui, il va récupérer les données, il envoie au proxy. Le proxy va faire tout le filtrage nécessaire. Et ensuite, il va envoyer un pare-feu. En général, on va avoir un pare-feu à l'entrée du réseau. Donc, c'est pour protéger tout ce qui est interne et voilà, et face à tout ce qui vient de l'extérieur, donc d'Internet. Donc voilà à peu près. Donc on va avoir un switch, un routeur, un proxy, un firewall, donc ce qu'on appelle le pare-feu. Ensuite, un autre routeur en général, là, c'est le fournisseur d'accès Internet, donc un routeur pour le fournisseur d'accès Internet. Et là, on arrive chez le fournisseur et puis voilà, on continue à suivre le chemin jusqu'au serveur, voilà, qui va nous donner accès qui donne accès à l'utilisateur, n'est-ce pas, pour la page web qu'il a sollicitée. C'est ça. Et je précise que sur la partie proxy, par exemple, ou sur la partie firewall, il y a des règles qui sont définies, qui vont permettre de définir, de sécuriser l'infrastructure. Donc ça fait partie aussi de la cybersécurité, hein, de protéger le système d'information. Donc je suppose que... Ouais, vas-y. Effectivement, ça permet de faire le filtrage. Ça permet de faire du filtrage parce que l'objectif, effectivement, voilà, lorsqu'on va utiliser des proxys ou des pare-feux, c'est déjà de s'assurer que les utilisateurs n'aillent pas sur n'importe quel site. Ça permet d'avoir un contrôle, mais aussi de s'assurer que tout le trafic qui vient d'Internet vers le PC de l'utilisateur soit aussi contrôlé. Parce que si on laisse passer n'importe quel trafic, là, on s'expose à de très gros risques. Ouais, c'est totalement ça. Et est-ce que tu pourrais, s'il y a des informations confidentielles, tu n'es pas obligé de les partager, mais de manière générale, est-ce que tu peux décrire un peu à quoi ressemble ta journée de travail?
Ouais, ouais. Oui. Alors, c'est vrai qu'on parle dès qu'on parle de sécurité, voilà, tout est sensible. Mais bon, voilà, on va parler de manière générale, hein. Bah, une journée de travail, là aujourd'hui, ce que je fais, je fais pas mal de projets, je fais pas mal de déploiements, d'intégration, de migration, de montée en version. Donc là, sur une journée de travail, par exemple, aujourd'hui, par exemple, je prépare une migration de pare-feu. Euh, on va peut-être parler un peu des technologies, hein. C'est pas, ça, c'est pas confidentiel, c'est connu. Donc là, on migre des équipements, des pare-feux ASA. ASA, en fait, c'est des pare-feux qui sont édités, commercialisés par Cisco. Donc on va les migrer vers des pare-feux Palo Alto. Donc là, moi je travaille sur le projet. Il y a toute une phase de cadrage, hein, pour bien définir le périmètre. Et ensuite, il va y avoir tout ce qu'on va, enfin des outils qu'on va utiliser pour exporter les règles de filtrage du pare-feu hasard vers le pare-feu Palo Alto. Donc en gros, voilà un peu ce sur quoi je travaille en ce moment. Alors à côté, il y a également, je fais de la gestion de tout ce qui est monté en version. Donc au fur et à mesure qu'il y a, tu sais, des vulnérabilités, voilà, les CVE qui sont publiés. Donc, on va appliquer des correctifs de sécurité. Donc, ça passe par des mises à jour, des montées en version. Voilà. Donc, en général, il faut le faire assez vite pour éviter que l'entreprise soit exposée. Donc, voilà un peu le quotidien, comment ça se passe. Bon, alors, après, je peux être également sollicité pour des incidents de niveau 3. Tu sais, dans la classification, on a un niveau 1, 2, 3. Donc, sur des incidents qui sont assez critiques. J'en ai eu pas mal ces temps-ci. Donc, Mais dans voilà, des bugs, ouais, des bugs très lents. ouais, des bugs qui peuvent parfois mettre une journée, hein, ça arrive. Ou même une nuit, ça arrive, hein. Ok. Ouais. Et sur la partie migration, il te faut à peu près combien de temps pour entre le moment où on dit il faut migrer par exemple d'une techno vers une autre, du Cisco ASA vers du Palo Alto, il te faut combien de temps entre le moment où le projet démarre et la migration est terminée? Il faut à peu près combien de temps pour que tout soit terminé pour un pare-feu? Pour un parfum, parce que là, on est sur plusieurs sites, hein. Oui, alors, c'est vrai que, tu sais, la gestion des projets, là, ça prend souvent beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'entre le démarrage du projet, les différentes phases du projet, les différentes réunions, ça prend des mois. Mais je pense que là, tu veux parler de vraiment l'action technique proprement dite, qui consiste à ramener tout le contenu d'un pare-feu vers un autre. Ça, on l'estime à environ 6 jours, hein, 6-7 jours, hein, une semaine. Alors, c'est plutôt, ouais, plutôt rapide. Ouais. Et, et sur la partie, ouais, Et ça dépend aussi de la taille des sites. Ça dépend aussi de la taille des sites parce que d'un site à un autre, tu vas avoir euh, pas toujours les mêmes fonctionnalités dans les pare-feux. On a des pare-feux qui ont des VPN, par exemple. Ça, c'est un peu plus complexe. On va au-delà du 10-15 jours. Et 6 jours, c'est vraiment pour des sites qui sont plutôt simples. ok. Et sur la partie, donc ça, sur la partie pare-feu, je sais qu'il y a des fonctionnalités qu'on a par exemple sur du Palo Alto qu'on n'a pas sur du Cisco. Est-ce que pendant la phase de migration, il y a des fonctionnalités que tu vas ajouter après la migration? Je pense par exemple à la façon dont les règles la façon dont on va construire les règles avec des règles applicatives dans du filtrage de niveau 7 par exemple. Est-ce que pendant les phases de migration, tu tiens compte de cela ou c'est fait après une fois que tout est terminé? Alors, c'est aussi l'un des intérêts de la migration, en fait, de pouvoir profiter de certaines fonctionnalités qu'on a sur du Palo Alto et qu'on n'a pas sur du Cisco ASA. C'est important de préciser parce que Cisco aussi a d'autres pare-feux en fait qui permettent de faire du filtrage de niveau 7. C'est des FTD, Firepower Threat Defense. Donc, mais là, on est sur des ASA. Eux, ils font du filtrage jusqu'au niveau de la couche 3, le 4, non, jusqu'au numéro de port simplement. Mais effectivement, lorsqu'on fait des migrations, on migre vers Palo Alto. On profite pour mettre à jour tout ce qui est application. Donc,
Un exemple simple, hein, pour du filtrage, je sais pas, pour du trafic SSH, plutôt que de rester sur des TCP 22, on va vraiment remonter et aller appliquer du filtrage au niveau de l'application SSH. Donc, on profite voilà, pour mettre en place ces fonctionnalités-là qu'on n'a pas forcément sur les pare-feux existants. C'est ça. Et je précise que oui, c'est vrai que les pare-feux classiques, ils s'arrêtaient au filtrage niveau port, c'était port à adresse IP, mais les pare-feux récents, ils vont un peu plus loin dans une analyse en profondeur du paquet. Donc je le précise pour les gens qui démarrent sur tout ce qui est sécurité niveau infrastructure. Donc les nouveaux pare-feux, ils font une analyse approfondie du paquet. Donc on peut filtrer, voilà, comme tu te disais sur la partie SSH. L'application SSH, le pare-feu va essayer d'analyser le paquet pour vraiment savoir si c'est du SSH qui est en train de transiter ou pas sur le réseau. Effectivement, et puis ces pare-feux-là, ils sont, on les appelle Next Generation Firewall. Et aujourd'hui, la plupart des constructeurs essayent de s'aligner. Après, il y a un peu de concurrence aussi entre eux. Donc, ils essayent de produire des solutions pour faire face à la concurrence. Et donc, ces pare-feux-là vont utiliser en fait des signatures. Il y a des bases de données, des signatures qui sont mises à jour régulièrement. Ils vont utiliser des signatures pour identifier une application. Ça permet de vérifier qu'effectivement, le trafic qui est en train de transiter correspond vraiment à cette application-là. Ça évite, par exemple, qu'on fasse passer sur le port 22 un trafic qui n'est pas SSH. C'est ça. Ouais. Du coup, on pourrait bloquer certaines attaques en utilisant du filtrage par application. Donc c'est très efficace. Est-ce qu'il y a un autre point qui me vient en tête? Donc voilà, 1 semaine pour faire la migration. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de la partie vulnérabilité. C'est quelque chose que tu fais quotidiennement. Il y a des sites que tu utilises pour te renseigner là-dessus, ou c'est des alertes. Vous avez un département qui vous envoie des alertes, ou c'est quelque chose que toi tu fais régulièrement de ton côté? Alors, on a un département, tout un département cybersécurité. Eux, ils remontent tout ce qui est alerte et tout. Mais tu sais, de l'autre côté, les constructeurs, ils ont des équipes de recherche, voilà, qui travaillent au quotidien et qui nous alertent. Chez Cisco, on a Talos, par exemple. Talos, voilà, tous les jours, ils envoient de nouvelles alertes, ils font de nouvelles recommandations. C'est pareil chez Palo Alto, ils ont de très grosses équipes de recherche. Donc, oui, effectivement, on a tout un système d'alerting qui est en place pour nous informer. Voilà, dès qu'il y a une vulnérabilité, il y a des correctifs qui sont proposés, il faut les appliquer rapidement, après validation, bien sûr. Enfin, il y a toujours une étape de validation en fonction de l'urgence aussi, parce que si là on a une alerte qui nous dit attention, il faut appliquer rapidement, sinon le risque est très élevé, bon, là, ça peut aller très vite. Et je précise aussi, c'est sur la partie aussi impact, parce que des fois, la vulnérabilité peut exister, elle n'est pas encore exploitée. Il faut aussi appliquer le graphique de sécurité en tenant compte de la production, comme tu disais, parce que des fois, soit on peut l'appliquer après les heures de fermeture du bureau, ou très tôt le matin, pour ne pas impacter les utilisateurs. Je pense que c'est ce que tu dois le faire tout le temps, tu sais. Bah ouais, tout à fait. En général, ça se fait aux heures non ouvrées. Donc, on va parler du non-business hours. En fait, c'est voilà, parce que c'est aussi, tu sais, c'est des actions qui sont susceptibles, en général, de créer des impacts. Ça peut entraîner des redémarrages d'équipements et voilà, lorsqu'on applique des correctifs comme des correctifs derrière, on peut aussi avoir des effets de bord. Donc, en général, on s'arrange pour que ce soit fait en dehors des heures de travail. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup la nuit. Tout est décalé pour impacter le moins les utilisateurs. On aurait décalé et les dimanches. Même les dimanches aussi, ok. Ouais, les dimanches. Ok. Et est-ce que tu as quels sont les conseils que toi tu donneras à quelqu'un qui veut devenir ingénieur sécurité des infrastructures et d'une infrastructure réseau? Alors, le principal conseil que moi je pourrais donner, c'est il faut essayer d'avoir une bonne base en réseau. Parce que finalement, on peut tout à fait se lancer dans la sécurité, tu sais,
sans avoir fait de réseau. Mais avec le temps, quand même, je me suis rendu compte que le- en ayant une base en réseau, c'est plutôt un atout. C'est-à-dire que dans la gestion des incidents, par exemple, lorsqu'on va faire des diagnostics, du troubleshooting, c'est toujours intéressant, même si on a une vue sécu, niveau sécurité, c'est toujours intéressant de pouvoir creuser, tu vois, aller un peu plus loin, aller vérifier est-ce que le routage, il n'a pas de problème, est-ce qu'il n'y a pas de problème, je sais pas, tout ce qui est trunk, STP, VTP, autres. Ça peut être intéressant. Donc, pour moi, ce serait bien d'avoir une bonne base en réseau et ensuite avancer sur des sujets liés à la sécu. Et là, je pense que voilà, ça permet d'être assez performant. Je, moi, je confirme, hein, la partie réseau, c'est très important. S'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de cybersécurité, je pense, parce que enfin, il faut l'infrastructure. L'infrastructure, c'est le réseau. Donc, il faut bien comprendre cette partie. Et après, il y a la partie sécurité qui est très importante. Ouais. Est-ce que dans ta mission, tu fais un peu d'architecture sur au niveau de l'infrastructure? Tu conçois des architectures niveau infrastructure? Alors, c'est vrai il y a des équipes infra, hein, enfin, pardon, des équipes archi, hein, archi dédiées. Mais là, dans le cadre des projets que je fais, je suis amené à réaliser voilà, des architectures, beaucoup de documentation aussi. Et, mais en général, c'est adapté au projet. Hein, c'est pas, voilà, c'est vraiment adapté au projet. Donc, je travaille pas avec les équipes qui ne font que voilà, de l'architecture tous les jours, pas du tout. Mais je travaille sur tout ce qui est archi, vraiment adapté aux projets sur lesquels je travaille. Donc, tout ce qui est HLD, LLD, et après, il faut faire de la documentation, des documents d'exploitation. Comment tu vois l'évolution de la sécurité informatique, toi, dans quelques années? Bah, un peu comme, je dirais, tu sais, un peu comme tout ce qui tourne autour du numérique, de l'informatique. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle, hein. Donc, alors déjà, on a beaucoup évolué aujourd'hui en termes d'automatisation. Donc, il y a beaucoup de tâches qu'on faisait manuellement il y a encore quelques années. Et aujourd'hui, avec un script, bah, à partir d'un PC, on peut écrire un script et voilà, cliquer sur Entrée et puis tout est déployé sur plusieurs équipements à travers le monde. Ça a beaucoup évolué. Donc là, aujourd'hui, on parle beaucoup d'automatisation. Moi, je vois bien l'intelligence artificielle s'impliquer davantage hein, dans tout ce qui est réseau et sécurité. Donc, je ne serais pas étonné qu'on ait, je sais pas, des équipements voilà, qui fassent plein de choses à notre place, quoi. Je pense qu'il y aura toujours l'humain, non, qui va rester quand même pour valider certaines parties. Ouais, je pense qu'on aura toujours besoin, ouais, des personnes pour, parce que même dans l'automatisation, on voit quand même, il y a quand même pas mal de limites souvent, hein. On exécute des scripts et après, pour une petite virgule, il y a toute une infra qui se met à l'arrêt et là, il faut vraiment une personne qui va rechercher le point virgule voilà, qui a posé problème, quoi. Ouais, effectivement, on aura toujours besoin des personnes. Mais pour moi, l'évolution, c'est ça vraiment sur tout ce qui est intelligence artificielle. Comment toi tu fais pour rester à jour dans tout ce qui est cybersécurité ou même dans les réseaux, dans ce que tu fais actuellement? Ah ouais, pour rester à jour, bah, les formations, hein. Je fais beaucoup de formations, beaucoup de lectures, donc beaucoup de formations, beaucoup de lectures. Bah, j'essaye de me tenir informé hein, sur les dernières évolutions, les dernières avancées, parce que ça va très vite. Ça va très vite. On passe facilement d'une version, je veux dire, en 2, 3 ans. Sur les 3 dernières années, si on prend que le cas, je sais pas, Cisco ou Palo Alto, on est passé d'une version, je crois, 8 ou 9, quelque chose. Sur Palo, je crois qu'on était encore à version 8 ou 9 il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, on est à 11, je crois même 12. Ça va tellement vite. Moi, c'est, voilà, les formations, je fais les formations, je fais beaucoup de lectures. Et voilà, j'essaie de me tenir au courant de l'évolution des dernières technologies. C'est des formations en ligne ou c'est des formations au centre des formations enfin, physiques, quoi, dans un centre de formation? Tu fais la plupart en ligne.
Non, c'est surtout des formations en ligne, des certifications. Les certifications, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet, voilà, déjà de se remettre en question. Parce que des fois, on va travailler sur des technos, on va faire des trucs qui marchent, parfois sans forcément très bien comprendre. L'avantage avec les certifications, c'est que ça permet d'aller vraiment dans les détails et ça permet de rester à jour. Donc, je fais des formations en ligne. Il y a pas mal de plateformes qui proposent des formations, des certifications. J'en fais pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé et que toi tu aimerais ajouter pendant cette interview? On n'a pas abordé peut-être peut-être l'aspect gestion de projet parce que c'est aussi intéressant, c'est très intéressant d'ailleurs lorsqu'on est en entreprise en fait, on va faire du travail en équipe, on va travailler sur des projets. Donc je pense que ça peut être intéressant pour des personnes qui veulent se lancer, hein, enfin qui font du réseau, de la sécurité. Ça peut être intéressant de se pencher un peu sur tout ce qui est gestion de projet, parce que finalement, dans ce qu'on fait, il n'y a pas que de la technique. Il faut pouvoir gérer, voilà, lorsqu'on se voit confier des projets, il faut pouvoir les gérer de bout en bout, voilà, faire du cadrage, faire des réunions, organiser des réunions, s'assurer que les délais soient respectés. Ça c'est très important. C'est un aspect qui est très important aussi. Voilà. Et toi là-dessus, comment tu as fait pour te former sur cette partie-là? C'était peut-être au fur et à mesure que tu as fait plusieurs projets que tu as pu te former sur cette gestion-là. Oui, c'est surtout avec l'expérience. Après, j'ai pris deux, trois formations, voilà, sur quelques plateformes, hein, une dizaine, une vingtaine d'heures. Voilà, quelques jours, tu vois, ça permet voilà, d'être au point et de pouvoir travailler aisément sur des projets, travailler facilement en équipe. Et ça c'est très intéressant. Ok. Ouais, c'est un très bon point, ça. Alors, je pense qu'on approche de la fin. Est-ce qu'il y a un réseau social où les gens peuvent te suivre s'ils ont des questions, par exemple, sur des sujets que tu as présentés là précédemment? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux sociaux, mais je pense que ce serait plus le réseau social professionnel LinkedIn. Je crois que c'est assez pratique pour tout ce qui rentre vraiment dans le cadre professionnel. Donc oui, je suis sur LinkedIn, hein, mon nom, Thucydide. Hmm. Qu'est-ce que Thucydide? Je sais pas s'il y en a plusieurs, mais c'est facile à trouver. Je Thucydide, pense à que jour. j'ai été le seul sur LinkedIn, mais je mettrai le lien dans la description de son Ouais, profil. Thucydide, à jour, ouais, c'est facile à retrouver. On peut se retrouver, on peut échanger, on peut discuter. Il y a des gens qui me contactent souvent. J'ai fait un CCIE l'année passée, donc il y a pas mal de personnes qui m'ont contacté, voilà, pour partager l'expérience, comment ça s'est passé, voilà, comment est-ce que tu as procédé, comment tu t'es préparé. Bah, je le fais avec plaisir, hein. Je partage, voilà, les informations qui peuvent être utiles pour d'autres personnes. Ouais. Donc, si vous avez des questions sur tout ce qui est sécurité niveau infrastructure, vous avez Thucydide, il connaît beaucoup de choses. Bah, on apprend, hein. C'est franchement, voilà, on essaye de se mettre à jour régulièrement, hein. Voilà, je sais pas si on va dire qu'on connaît beaucoup de choses, mais Ouais, tu on a un connais peu déjà pas mal. d'expérience quand même aujourd'hui. Ouais, Ouais, c'est on ça. peut partager, Ok. mais c'est important, on continue d'apprendre. On Euh, continue d'apprendre. Est-ce que tu as justement un livre à recommander, que ce soit dans la cyber ou dans tes domaines d'expertise? Un livre qui te vient en tête? Livre à recommander. Peut-être pas des livres, mais un auteur, parce que, comme je disais, en fait, c'est bien de faire beaucoup de réseaux. Et moi, quand je commençais à faire du réseau, il y a un auteur que je lisais beaucoup. Pujol, ça te dit quelque chose? Je pense que ouais, ça me dit quelque chose. David? Ouais. Je crois que Attends, c'est Eric peut-être Pujol, je crois. soit Ouais. David ou Eric, mais David ou Eric Pujol, c'est beaucoup de livres. Il fait de très bons livres. C'est intéressant. Et ouais, j'ai lu pas mal de ses livres. Mais aujourd'hui, je fais aussi beaucoup de formations. Je suis aussi beaucoup de formations en ligne. Il y a pas mal de plateformes qui proposent des formations en ligne, hein. Mais pour les livres, moi, j'ai trouvé Monsieur Pujol plutôt intéressant. Je veux dire, il fait des livres vraiment, ouais, voilà, de tout ce qui est vraiment basique
aux concepts, dans des concepts très basiques à des concepts très avancés de réseau et de sécurité. Donc, c'est un auteur que je recommande. Ok, très bien. Et pour terminer, est-ce que tu as une citation, ta citation préférée? Une citation préférée, ou plutôt un proverbe Ou un africain. Tu proverbe. sais, il y a un proverbe Ou un africain proverbe. qui dit seul on va vite, mais ensemble on va loin. Alors ça traduit vraiment l'esprit d'équipe qu'il faut avoir en entreprise, tu sais. Pour avoir de l'expérience, c'est important de partager avec les autres. C'est important de travailler en équipe, de travailler avec les autres. Ça permet souvent de découvrir ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas. Ça permet d'apprendre et ça permet de partager avec les autres. Et des fois, c'est en partageant qu'on se rend compte qu'on ne maîtrise pas forcément et ça nous pousse à aller, voilà, aller creuser, chercher davantage. Donc, ce serait plutôt ouais, ce proverbe. Très bien. C'était un bon proverbe pour terminer. Merci. Merci beaucoup, Thucydide, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir hein, voilà, d'avoir échangé sur les sujets sur lesquels on travaille au quotidien. Merci. Merci à toi. Avec plaisir. Et j'espère qu'on a motivé quelques personnes à aller faire de la sécurité niveau réseau. On espère. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. À bientôt. Salut.